Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Sur les nazismes. Sophie Scholl, une résistante allemande face au nazisme, l'Harmattan 2004, collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, dirigée par Thierry Ferral. Georg Elser et l'attentat du 8 novembre 1939 contre Hitler, l'Harmattan 2009, collection historique, série travaux, dirigée par Bruno Péquignot et Denis Rolland. Le nazisme et les Juifs. Caractère, méthode et étapes de la politique nazie d'exclusion et d'extermination, l'Harmattan 2011, collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, dirigée par Thierry Ferral. Hitler et le putsch de la brasserie, Munich, 8-9 novembre 1923, l'Harmattan 2012, collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, dirigée par Thierry Ferral. La rose blanche. Des étudiants contre Hitler, dans Histoire du christianisme magazine numéro 64 de janvier 2013, édition CLD. Hitler et la nuit des longs couteaux, 29 juin au 2 juillet 1934, la Sturmabteilung SA, décapité et 10 livres à Paris 2014. Autre documentaire. Mary Jane Kelly, la dernière victime de Jack l'Éventreur, l'Harmattan 2002, collection graveur de mémoire. Dédicace. À Célina. À Benjamin. À Chloé. À Léo. Citation. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer, ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent de notre fidélité. Vladimir Jankelevich. L'imprescriptible, Paris 1986, pages 59 à 60. L'anéantissement des Juifs d'Europe fut le premier processus de destruction mené à terme dans le monde. Pour la première fois dans l'histoire de la civilisation occidentale, les agents du crime avaient surmonté tous les obstacles, administratifs et moraux, à un massacre organisé. Raoul Htlberg. La destruction des Juifs d'Europe, Paris 2006, Folio Histoire, tome 3, pages 1931-1932. Preambule. L'historiographie française a tout dit et tout écrit de nos jours sur la Shoah et sur les camps nazis majeurs. Ces mastodontes de l'exécution de masse. Les noms et les meurtres d'Auschwitz-Birkenau, de Belzec, de Chelmno, de Majdanek, de Sobibor et de Treblinka ne sont plus ignorés par personne. Il en est de même pour les camps de concentration et de travail à grande échelle, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenbürg, Grobrosen, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Struthof-Natzweiler, Stutthof. Mais à côté de ces camps, il existait de très nombreux camps mineurs, d'une envergure variable, qui sont aujourd'hui oubliés ou largement méconnus du grand public en France. En effet, contrairement à leurs homologues précédemment cités, ils demeurent dans l'ombre de l'histoire. Pourtant, des milliers de femmes et d'hommes ont souffert et sont morts dans ces enceintes. Ces camps n'ont jamais été étudiés dans des ouvrages spécifiques, et à peine évoqués au fil de quelques lignes dans des ouvrages sur la solution finale de la question juive ou sur l'univers concentrationnaire nazi. C'est le cas du camp de Mali-Trostenay. Le présent ouvrage est donc le premier en France à se pencher dans le détail sur les faits tragiques qui se déroulèrent dans ce camp situé en Biélorussie près de Minsk. Un livre précurseur qui, nous l'espérons, sera suivi par d'autres. En revenant sur les crimes perpétrés à Mali-Trostenay, nous souhaitons poser une pierre supplémentaire pour construire, en analysant un passé si brutal, un avenir meilleur. 1. Le système concentrationnaire nazi. A. Les premiers camps. Le pouvoir nazi érigea dès 1933 des camps de concentration à travers toute l'Allemagne afin d'interner, dans des conditions extrêmement pénibles, les opposants politiques au régime nouvellement en place. Ainsi, dès le 21 mars 1933, le célèbre camp de concentration Konzentrationslager de Dachau près de Munich ouvrit ses portes. À cette occasion, Heinrich Himmler 1900 à 1945, alors préfet de police de Munich, tint une conférence de presse dont le journal Les Dernières Nouvelles de Munich rendit compte. Le camp de Dachau a une capacité de 5000 hommes, déclara le préfet de police de Munich Himmler. Ici seront rassemblés tous les permanents communistes et, si nécessaire, sociodémocrates et marxistes, qui mettent en danger la sécurité de l'État,
car il n'est pas possible à la longue, si on ne veut pas surcharger l'appareil de l'État, de laisser les différents responsables communistes dans les prisons et il ne convient pas non plus de les remettre en liberté. Le résultat des quelques tentatives que nous avons faites en ce sens fut qu'ils continuent à faire de l'agitation et à tenter de s'organiser. Nous avons eu recours à cette mesure sans prendre en considération des scrupules mesquins, persuadés que nous agissons ainsi pour la sécurité de la population nationale. Les premières victimes du terrible système concentrationnaire nazi furent donc en premier lieu les communistes, les sociodémocrates, les militants syndicalistes, puis vint ensuite le tour de nombreux membres des partis conservateurs. L'Allemagne nazie compta de multiples formes et réseaux de résistance. En effet, malgré l'extrême difficulté et dangerosité que représentait le fait de s'opposer aux nazis en Allemagne même, de nombreux Allemands s'engagèrent néanmoins dans cette voie. Sous des formes diverses, avec une force et une acuité variables, avec un temps de latence plus ou moins important mais toujours avec conviction, ils luttèrent face à la barbarie. Ainsi, de 1933 à 1939, 225 000 personnes furent condamnées pour des motifs politiques à des peines de prison plus ou moins longues et 1 million d'Allemands furent enfermés dans des camps de concentration pour les mêmes raisons. À côté des camps officiels comme ceux de Dachau, de Breslau dirigé par le chef SA Edmund Heine, 1897 à 1934, de Bredow près de Stettin, dirigé par le Gauleiter Wilhelm Karpenstein, 1903 à 1968, de nombreux petits camps ou prisons clandestins virent le jour, comme à Berlin où des caves devinrent des lieux de détention et de torture. L'existence de ces camps clandestins entraîna une vive réaction du ministre de la Justice, Franz Gürtner, 1881 à 1941, qui s'en ouvrit directement à Adolf Hitler, 1889 à 1945. Les prisonniers n'ont pas seulement été frappés à coups de fouet et d'outils jusqu'à en perdre connaissance, et sans aucune raison, comme dans le camp d'internement de sécurité de Bredow près de Stettin, mais ils ont aussi été torturés d'autres façons. Les camps clandestins ne perdurèrent pas et furent pour la plupart dissous lorsque le système concentrationnaire nazi fut organisé par Theodor Eicke, 1892 à 1943. Placé à la tête du camp de Dachau en juin 1933, Eicke mit en service sa vision de l'univers concentrationnaire basée sur la discipline et le châtiment afin de briser psychologiquement, moralement et physiquement les prisonniers. Le règlement qu'il rédigea était sans concession. Chaque prisonnier en détention de sécurité a la liberté de réfléchir sur le motif pour lequel il est venu au camp de concentration. Ici, l'occasion lui est offerte de changer de sentiments intimes à l'égard du peuple et de la patrie, et de se dévouer à la communauté populaire sur la base nationale-socialiste, ou bien, s'il y attache plus de prix, de mourir pour la salle 2e ou 3e internationale juive d'un Marx ou d'un Lénine. Quiconque fait de la politique, tient un discours ou des réunions de provocation, forme des clans, se rassemble avec d'autres dans le but d'inciter à la révolte, se livre à une nauséabonde propagande d'opposition ou autre sera pendu en vertu du droit révolutionnaire. Quiconque se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un garde, aura refusé d'obéir ou se sera révolté sous quelque forme que ce soit, sera considéré comme mutin et fusillé sur le champ ou pendu. À compter du 4 juillet 1934, Theodor Eicke fut nommé inspecteur des camps de concentration ainsi que commandant des unités Totenkopf, Inspecteur der Konzentrationslager und Führer des SS Totenkopf-Verband. À ce titre, il était placé sous l'autorité de Reinhard Heydrich, 1904 à 1942, pour la partie inspecteur des camps et sous celle de Heinrich Himmler pour le commandement des unités Totenkopf. Rapidement, Eicke plaida pour un agrandissement des camps déjà en service et déploya une vive activité afin d'obtenir l'ouverture de nouveaux camps et d'utiliser les détenus comme main-d'œuvre servile. D'autre part, dès 1936, Theodor Eicke décida d'interner dans les camps de nouvelles catégories de détenus sans rapport avec l'idéologie politique, chômeurs, mendiants, criminels, clochards. À l'intérieur des camps ainsi que pour assurer la surveillance des commandos, les gardiens utilisaient l'aide des kapos, des doyens de bloc, Blockaltest, et des chefs de bloc, Blockführer. Les kapos étaient le plus souvent choisis parmi les prisonniers de droit commun, les plus violents. David Rousset, 1912 à 1997, résistant et déporté, écrivit au sujet des kapos: les kapos forment les cadres essentiels, les assises de cette aristocratie des camps.
Les chefs de chambre, les Vorarbeiter, les policiers, les Stubbendienst, constituent la très large base de cette bureaucratie. L'organisation des camps était basée sur le principe de 5 départements. Le commandement, Kommandantur, Adjutantur, la section politique, Politische Abteilung, le département de la détention, Schutzhaft, le département de l'administration, Verwaltung, et le département du médecin-chef, Lager oder Standontarzt. Le responsable de la section politique était nommé par le RSHA, Reichssicherheitsamt, Office central de la sécurité du Reich, et dépendait directement de celui-ci. Le département de la détention était placé sous l'autorité d'un Schutzhaftlegerführer qui se trouvait être responsable de la totalité des activités des prisonniers. Correspondance, nourriture, sanctions. B. Le système concentrationnaire pendant la guerre. Le système des camps de concentration connut un incroyable essor avec la guerre. Ainsi, 21 camps principaux existaient en 1943, et de 21 400 prisonniers à l'été 1939, leur nombre explosa pour atteindre 115 000 prisonniers en août 1942 puis 524 000 prisonniers en août 1944, dont 10% des allemands et 22 nationalités représentées, et enfin 714 000 prisonniers en janvier 1945 au plus fort de la répression nazie. Les camps de concentration connaissaient un taux de mortalité très élevé, en raison des conditions de vie et de travail qui y régnaient. Le nombre des morts des camps de concentration, de 1933 à 1945, est estimé à environ 1 050 000 personnes sur les près de 2 millions de prisonniers entrés dans le réseau concentrationnaire. Le 2 janvier 1941, Reinhard Heydrich décida de mettre en place une classification des camps en fonction des faits reprochés aux prisonniers. Cette classification comprenait 3 niveaux. Le niveau I était destiné aux prisonniers qui pouvaient être réinsérés ensuite dans la société. Le niveau 2 concernait ceux qui s'étaient rendus coupables de faits graves aux yeux du régime, mais qu'il serait éventuellement possible de ramener dans le droit chemin, et le niveau 3 regroupait les prisonniers quasiment irrécupérables. Mais, cette classification ne fut pas suivie concrètement sur le terrain. Elle était en fait davantage une opération visant à masquer la réalité concentrationnaire qu'une véritable politique de proportionnalité entre la faute et le châtiment, car certains camps placés en niveau I s'avéraient être aussi durs que ceux placés en niveau 2. Seul Mauthausen fut placé en niveau 3, le plus extrême de tous. Parallèlement à la classification concernant les camps, il existait également une classification pour les prisonniers en plus de l'étoile jaune pour les juifs. Ainsi, divers triangles de différentes couleurs cousus sur les uniformes rayés des prisonniers définissaient appartenance à une catégorie précise. Triangle rouge pour les prisonniers politiques allemands et étrangers, avec la lettre du pays pour les étrangers. Triangle vert pour les criminels de droit commun. Triangle rose pour les homosexuels. Triangle marron pour les tziganes. Triangle bleu pour les immigrés. Triangle noir pour les asociaux. Triangle violet pour les témoins de Jéhovah, plus quelques variantes pour les juifs asociaux ou les prisonniers formés au travail. D'autre part, le 29 septembre 1941, Oswald Pohl, 1892 à 1951, responsable de l'Office central administratif et économique de la SS, SS Wirtschaft und Verwaltungsamt, mit en place l'Arbeitereinsta destiné à organiser l'exploitation économique et la formidable ressource de travail que représentaient les prisonniers. Dans chaque camp, un fichier regroupait et classait les prisonniers en fonction de leurs compétences et de leurs possibilités. Poursuivant cette politique très lucrative d'exploitation de la main-d'œuvre juive notamment, il fut confié le 3 mars 1942 à l'Obergruppenführer Oswald Pohl la gestion de l'ensemble des camps de concentration en y adjoignant la totalité des entreprises appartenant à la SS, Schutzstaffel. Pohl mit en avant que l'internement des prisonniers pour les seules raisons de sécurité, d'éducation ou de prévention n'est plus la condition essentielle. L'accent est apporté maintenant sur le côté économie. Il faut prendre des mesures ayant pour but de transformer les camps de concentration en organisations mieux adaptées aux tâches économiques, alors qu'ils ne présentaient auparavant qu'un intérêt purement politique. Le commandant du camp est seul responsable de l'emploi de la main-d'œuvre disponible. Cet emploi doit être total au sens propre du mot, afin d'obtenir le rendement maximum.
Il n'y a pas de limite à la durée du travail. Cette orientation déboucha sur la création de nouveaux camps à la finalité économique tels le camp de Buna-Monowitz ou Auschwitz III, où la production de caoutchouc synthétique par l'IG Farben permit à la SS d'encaisser 4 marks jour pour un ouvrier qualifié et 3 marks jour pour un ouvrier non qualifié. Durant la guerre, IG Farben soutint le gouvernement nazi qui voulut l'associer dès 1940 à l'ordre économique nouveau, en lui permettant de bénéficier d'une main-d'œuvre peu chère. Début 1941, IG employait 12 360 étrangers, dont 2 162 prisonniers de guerre. L'industrie de l'armement profita également largement de l'utilisation de la main-d'œuvre juive. Ainsi, en janvier 1943, selon un rapport allemand du 7 juillet 1944 du bureau de l'OKW, au commandement de la Wehrmacht pour l'économie, sur 105 632 travailleurs dans l'industrie de l'armement 15 091 étaient juifs. En octobre 1943, sur 130 808 travailleurs, 22 444 étaient juifs, et en avril 1944, sur 172 781 travailleurs, 27 439 étaient juifs. Les principaux bénéficiaires de la main-d'œuvre juive furent les importantes sociétés qui touchaient à l'industrie lourde comme Stahlwerk Braunschweig, Werkstawola Wola, Stahlwerk Starachowitz, Azag, Ostrowieczer Hochofen, Ludwigshütte, Kabelwerk, Warzewerk, etc. C'est le gazage en masse. Quelques mois après la visite de Heinrich Himmler à Minsk, au cours de laquelle il éprouva un vif malaise à la vision des meurtres collectifs de Juifs, effectués par les Einsatzgruppen, de nouvelles méthodes d'assassinat furent envisagées, moins éprouvantes pour les unités nazies et plus efficaces en termes de rendement. Ces nouvelles méthodes furent testées avec succès, et elles furent mises en place assez rapidement. Ce fut ainsi que le premier camp d'extermination nazi commença le 8 décembre 1941 sa tragique besogne à Chelmno, au centre du gouvernement général. Les premières victimes de Chelmno succombèrent dans des camions à gaz. Ces camions spécialement équipés étaient fournis par le RSHA. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.